Bonjour, donc merci à Monsieur Delmas pour cette présentation. Merci aux membres de la Société historique du 6e pour cette invitation. Merci aussi à Christian Chevalier pour son aide lors de la présentation lors de la préparation de cet ouvrage. Et merci à vous de m'accueillir donc dans votre salon, si je puis en juger, dans ces conditions si particulières. Donc, j'espère que nous n'aurons pas de problème informatique comme ce fut le cas lors de la précédente fois. Je vais donc aujourd'hui vous proposer une conférence qui présente en quelque sorte, qui à grands traits, un ouvrage que j'ai écrit avec l'architecte Maurice Culot et qui s'intéresse aux architectures qui ont été produites à Saint-Germain-des-Prés entre 1900 et 1950. Ce bornage chronologique étant assez large et qui s'intéresse donc à des architectures produites dans un quartier qui a eu l'honneur des gazettes, pour reprendre une expression de Georges Brassens, mais cette architecture, elle, n'est pas toujours bien connue. Alors, certains édifices monumentaux le sont, mais vous verrez que la consultation des archives, notamment les archives municipales, permettent de contribuer au renouveau de l'historiographie. Alors, avant de passer en revue les arabesques Belle Époque et les épures dynamiques de l'Art déco, et plus largement toute la richesse patrimoniale de ce quartier, de cette période, il faut s'accorder sur les limites même du quartier. Alors, au sens strictement administratif du terme, le quartier est compris entre la rue des Saints-Pères, la rue du Four, le carrefour Mabillon, la rue de Seine et le quai Malaquais. Mais en 1950, Boris Vian souligne qu'en pratique, la surface est plus étendue et que certaines rues, administrativement extérieures, jouissent de ce qu'il appelle le protectorat du quartier. Et il pense notamment à la rue des Grands Augustins. Alors, avec Maurice Culot, nous sommes amusés à consulter certains de ces avis autorisés. Et finalement, notre Saint-Germain-des-Prés articule ses rues et ses places autour de la croisée qui en occupe le centre, c'est-à-dire là où la rue de Rennes… Non, attendez, je ne suis pas familière de cet ordinateur. Voilà. Donc, je le disais, notre Saint-Germain articule ses rues et ses places autour de la croisée qui en occupe le centre, c'est-à-dire là où la rue de Rennes rencontre le boulevard Saint-Germain. Et les limites que nous nous sommes fixées sont au nord la place Saint-Michel, le palais de l'Institut et l'école des Beaux-Arts, à l'est la rue de Tournon et le boulevard Saint-Germain, à l'ouest la rue du Bac, le Bon Marché et l'hôtel Lutetia, et au sud, la rue de Vaugirard. Alors, on a comme ça circonscrit notre terrain et parfois on est un petit peu sorti de ce terrain quand certains édifices un peu méconnus nécessitaient une mise en lumière. Donc, Saint-Germain-des-Prés, vous le savez, c'est d'abord un bourg qui va prendre de l'ampleur de manière tout à fait progressive au cours du Moyen-Âge autour de l'abbaye. Et puis, alors ce n'est pas ici le propos de revenir sur la genèse de ce quartier, enfin de ce bourg, et puis la manière dont il est devenu peu à peu un quartier de Paris. Je vais vous parler de l'époque contemporaine. Et à l'époque contemporaine, Saint-Germain-des-Prés, donc, qui est désormais un quartier de Paris, connaît de profondes mutations. D'abord, les destructions révolutionnaires, puis des travaux qui sont menés sous la houlette du baron Haussmann, donc sous le Second Empire, baron Haussmann, préfet de la Seine, qui est chargé de l'embellissement de Paris. Et on va avoir la percée du boulevard Saint-Germain, le percement de la rue de Rennes, qui vont donc être entamés au XIXe siècle et qui vont se poursuivre et qui vont surtout induire des mutations très profondes du paysage urbain et bien évidemment du paysage architectural.
concrètement, avec la Révolution et puis ensuite les travaux haussmanniens, on a de nombreux édifices religieux qui vont être détruits et laisser place à des immeubles de rapport, mais aussi à des équipements publics nombreux et qui vont être des équipements publics, on en verra certains d'envergure, et qui vont s'installer donc à la place des édifices religieux, mais aussi à la place d'immeubles qui vont être détruits par les travaux haussmanniens, à la place de jardins, etc. Et ces mutations qui sont donc engagées au XIXe siècle vont se poursuivre au tournant du XXe siècle. Et certaines des architectures qui vont être produites dans le sillage de ces grandes mutations vont être emblématiques. Alors, j'ai choisi de commencer par un immeuble qui est très connu, qui est très documenté dans la littérature, mais qui est, à mon sens, important. Il s'agit, enfin pas à mon sens, mais l'historiographie en est le témoin. C'est l'immeuble construit par l'ingénieur Hennebique au 1 rue Danton, avec l'aide d'Édouard Arnaud, architecte, qui dessine donc cet immeuble en 1899 et qui se veut une sorte de manifeste d'un nouveau matériau qui est le béton armé, dont Hennebique a déposé le brevet. Cet immeuble entend démontrer la capacité du nouveau matériau à s'adapter aux critères esthétiques des architectes et de leurs maîtres d'œuvre. Il est, vous le voyez, revêtu, alors si je bouge ma souris, j'espère que vous allez le voir, il est revêtu, vous voyez ma souris, oui, j'espère. Vous voyez donc, oui, très bien. Vous voyez donc ici les céramiques d'Alexandre Bigot. Ce sont donc des panneaux décoratifs qui vont revêtir ce bâtiment et qui représentent deux figures ailées, hein, vous les voyez mieux sur la droite, deux figures féminines ailées qui tiennent une bannière, et cette bannière, elle porte le nom de Hennebique, puisque celui-ci a ses bureaux et son habitation dans l'immeuble. Alors, le choix du béton armé est ici d'autant plus approprié, et ça, les photographies ne le montrent pas, que le terrain est extrêmement exigu et les murs gagnent ici à être le plus mince possible pour, évidemment, une meilleure rentabilité. Alors, je ne développe pas, hein, car c'est un immeuble très documenté, mais voilà le type d'immeuble que l'on construit à Saint-Germain-des-Prés au tournant du siècle. Le tournant du siècle, c'est aussi le moment où l'Art nouveau, tout en courbe, bardé de lianes, de bois et de métal, fait son apparition. Et on observe, alors ce n'est pas vrai seulement à Saint-Germain-des-Prés, mais on a quand même de très beaux exemples à Saint-Germain, les métiers de la restauration et en particulier les cafetiers, qui sont toujours aux aguets, hein, des nouveautés, pour séduire une clientèle qu'il faut toujours renouveler, s'emparent donc de l'Art nouveau. Et on a toujours aujourd'hui des exemples qui sont parvenus jusqu'à nous, notamment le restaurant Vagenande, qui est un ancien bouillon chartier et qui présente donc tout un décor Art nouveau, avec une volonté de créer une œuvre d'art totale. Hein. Tout est dessiné par l'architecte, dont on ne connaît malheureusement pas le nom. Les archives n'ont pas permis de retrouver l'architecte, mais ce style qui se veut neuf, nouveau, hein, comme son nom l'indique, puise dans le progrès industriel et technologique, et il fait appel ici aux glaces murales de grande dimension, aux poitrails métalliques apparents, aux appareils d'éclairage électrique, et donc cette brasserie se dote d'un décor chantourné qui est ici largement inspiré de la nature et surtout des planches illustrées des traités d'application ornementale d'Eugène Grasset ou encore de Maurice Verneuil. Et les miroirs biseautés multiplient en quelque sorte les scintillements, les reflets, les mises en abîme et séduisent la clientèle. Et puis on a des panneaux de faïence et des décors sur verre qui évoquent tantôt
le rythme des saisons, des paysages imaginaires ou exotiques. Ceux-ci sont signés Pivin et datent de 1902. Alors, on a des décors Art Nouveau et sous sa forme graphique, l'Art Nouveau est aussi très présent à Saint-Germain-des-Prés, puisque le quartier compte de très nombreux marchands d'art, déjà à cette époque, et des imprimeurs qui vont être spécialisés dans les affiches. Alors évidemment, vous connaissez tous Mucha. On a rue de Bonaparte, au numéro 31, la revue de littérature La Plume, qui propose régulièrement des expositions de Mucha, de ses affiches. Et c'est un établissement qui va assurer la promotion et la vente de ces affiches et contribuer donc à faire connaître cet artiste. Et à partir de 1894, elle met son hall à disposition du Salon des 100, qui s'appelle aussi Salon de la Plume. Et lors de ce salon, sont proposés à des prix tout à fait raisonnables des estampes, des lithographies, des affiches. Et c'est véritablement tous les plus grands noms de l'époque qui sont présents, bien sûr Eugène Grasset, mais aussi Georges Defeur ou encore Toulouse-Lautrec. Donc vous voyez, le quartier attire à cette époque un grand nombre d'artistes, des affichistes, des illustrateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une diversité aussi des styles. Alors, je vous ai parlé de l'Art Nouveau, bien sûr, mais la vogue est encore aussi à l'exotisme. Alors, je dis encore parce que au cours du second XXe siècle, on va regarder notamment vers l'Asie pour s'inspirer des décors asiatiques pour créer des styles et s'en inspirer pour créer de nouveaux décors. Et c'est le cas aux Deux Magots. Alors, les Deux Magots, vous me direz, mais ce n'est pas du tout la même période. Oui, alors, les Deux Magots sont créés à la fin du 19e siècle, certes. Ils sont occupés, le café occupe à partir de 1885 des locaux qui auparavant étaient occupés par un magasin de nouveautés qui s'appelait, donc comme vous voyez ici sur cette affiche, Aux Deux Magots, Aux Deux Magots qui est fondé en 1813, qui déjà est caractérisé par un décor orientaliste, mais lorsque les Deux Magots, donc cette fois-ci le café, va s'installer dans ces anciens grands magasins, va se poser la question de l'ornementation, de transformer ces grands magasins en café et donc de créer un nouveau programme décoratif. Et c'est le Grand Prix de Rome, Jean-Louis Pascal, qui est architecte, avec un peintre décorateur qui s'appelle Baudin, qui va proposer ce plafond peint. Et vous le voyez, il va reprendre, il va développer plutôt le thème des magots, qui sont ces personnages asiatiques agenouillés. Alors, on ne sait pas si ce plafond a été peint. La propriétaire actuelle des Deux Magots, dont le café est dans la famille depuis très longtemps, ne sait pas s'il n'a jamais été peint. Peut-être qu'un jour, on découvrira ce plafond à l'occasion de travaux, sait-on jamais. Toujours est-il qu'il est intéressant de voir comment ce thème va se prolonger dans le temps, puisque quand en 1914, le café va être modernisé, eh bien, c'est toujours ce thème qui va être développé. Là, on est en 1914 et c'est l'architecte Maurice Dubois d'Auberville qui va proposer un nouveau décor qui ne va pas rompre avec ce décor asiatique, mais au contraire s'en inspirer. Et il va donc installer ces Deux Magots que vous connaissez tous, et il va aussi développer tout un décor avec des petites clochettes qui sont en fait des clochettes bouddhistes, et puis des bas-reliefs avec ces oiseaux de paradis qui sont nichés dans une végétation aux formes géométrisées, soulignés par des petits panneaux qui sont ici, donc celui qui est en bas, des petits dragons assez discrets et qui sont d'inspiration, là encore, qui sont inspirés de l'iconographie asiatique.
Et on voit bien donc la diversité des écritures architecturales, mais plus largement décoratives. Alors, quelques années plus tard, un autre édifice va profondément marquer le quartier. Alors, je suis perturbée parce qu'en fait, ce n'est pas cette image-là que je voulais vous montrer, puisque je vais vous parler du Lutetia. Mais pour vous parler du Lutetia, il faut absolument vous parler du Bon Marché, puisque l'histoire de l'un est totalement, est intrinsèquement liée à l'histoire de l'autre. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis le Bon Marché. Donc, il va falloir patienter un petit peu pour voir des images du Lutetia. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la fondation du Bon Marché, qui est un chantier perpétuel. Alors, quand j'ai écrit le chapitre sur le Bon Marché, je me suis dit, oui, il n'y a plus grand-chose à découvrir. Tout a été à peu près écrit sur le Bon Marché. Et puis, en fait, je me suis prêtée au jeu. Je suis allée dans des archives, notamment les archives d'Indre-et-Loire. Et je me suis rendu compte que la grande charpente métallique que l'on attribue à Gustave Eiffel est en fait pas du tout de Gustave Eiffel, mais de Moisan. Et Gustave Eiffel, lui, fait une intervention tout à fait minime au Bon Marché. Mais bon, ça, je le raconte dans le livre. Mais c'est quand même intéressant de dire deux mots sur ces grands magasins. Là, vous voyez deux bâtiments. En fait, le premier Bon Marché, qui est un bâtiment en fait construit par Laplanche puis par Boileau. Et le deuxième bâtiment qui est construit par Boileau. Mais là, vous verrez mieux. Donc voilà, le premier magasin qui est construit donc par Jean-Alexandre Laplanche, enfin pour cette partie-ci. Puis c'est Louis-Charles Boileau qui poursuit le chantier. Louis-Charles Boileau construit cette annexe. Puis il va aussi en 1912, toujours dans le style du bâtiment du 19e, construire cette nouvelle annexe qui va brûler et qui va être remplacée par le bâtiment Art déco que vous connaissez tous et dont je vais dire deux mots tout à l'heure. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quand même dire deux mots. Contrairement aux tenants du rationalisme gothique, comme notamment Eugène Viollet-le-Duc ou encore Anatole de Baudot, Boileau considère que le fer, fabriqué comme des machines, est le seul pratique dans la grande construction. Et qu'à ce titre, il n'est pas susceptible de revêtir des formes artistiques. Et c'est pour ça qu'il va choisir, donc vous la voyez, la structure métallique, on l'aperçoit, elle est visible quand on regarde le bâtiment à vol d'oiseau, mais en revanche, il est recouvert, la structure est recouverte de pierre en façade. Et le bouleversement finalement induit par le métal, pour Boileau, il est plutôt d'ordre spatial. C'est-à-dire que c'est un matériau qui, selon lui, permet d'envisager non plus les pleins de l'édifice, mais le vide qui les enveloppe. C'est-à-dire qu'au lieu de, et là je le cite, au lieu de chercher à faire jouer la lumière sur des formes plastiques, il faut l'opposer à elle-même dans l'air ambiant qui circule à travers la construction. Et par sa profusion ou son économie, il faut créer des éclats, des demi-jours ou des reflets qui fassent scintiller sa clarté dans l'espace, comme on fait jeter les feux aux cristaux des lustres et en y taillant des prismes. Donc vous voyez, c'est vraiment une création, spatiale, une création une manière de donner un nouveau souffle à l'espace, plus finalement que de jouer avec le nouveau matériau en façade. Donc voilà la manière à l'intérieur du Bon Marché dont Boileau va utiliser le métal. Alors, vous me direz, oui, mais il se contredit, puisque là, il utilise le métal de manière décorative, oui, mais à l'intérieur seulement. Donc, voilà aussi un très beau détail du Bon Marché qui a été bien modifié depuis sa création. Je vous l'ai dit, c'est un chantier permanent depuis la fin du 19e siècle, mais voilà, il a gardé certains éléments de sa structure que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Alors, ceci étant dit,
c'est un renouveau architectural qui se fait jour, mais c'est aussi un bouleversement d'ordre social. Je vous ai mis un petit amusement, mais des citations, l'une d'un journaliste qui craint la jouissance du toucher et du regard qui va être provoquée par les marchandises qui sont là dans ces magasins à profusion. Et surtout, il décrit des femmes à la prunelle extraordinairement dilatée lorsqu'elles sortent des grands magasins, les femmes qui sont gagnées par un mode nouveau de névrose. Bon, on ne va pas le remercier pour cette sortie, mais vous voyez, dans ce monde très genré du 19e siècle, on a ici des questions qui apparaissent. Et Émile Zola aussi va dénoncer ce qu'il considère comme, je le cite, une exploitation de la femme par les grands magasins. Donc qui éveille de nouveaux désirs. Hein, évidemment, nous succombons fatalement et nous finissons, je le cite, dévorés. Donc ce bouleversement, il va être social et il va aussi être profond pour le quartier, puisqu'on a l'hôtel Lutetia qui va être construit. Et je le disais, son histoire est réellement totalement liée au bon marché, puisqu'il s'agit, en fait, alors les Boucicaut sont morts, mais leurs successeurs, enfin les Boucicaut, donc les fondateurs du bon marché, sont décédés, et leurs successeurs pensent que la clientèle fortunée qui vient de France, de toute la province, mais également d'autres contrées européennes, ont besoin d'être logés pour pouvoir faire eh bien, leurs emplettes dans de bonnes conditions. Les clients vont pouvoir venir au magasin et puis plusieurs jours successifs et donc acheter un maximum d'articles. Et puis, c'est un grand hôtel qui doit aussi servir, dit-on, à loger les représentants de commerce qui, eux aussi, viennent de loin pour vendre leurs marchandises. Alors, cet hôtel, il est construit entre 1907 et 1910 par deux architectes talentueux, donc Louis-Hippolyte Boileau, à ne pas confondre avec Louis-Charles Boileau, qui a construit le Bon Marché. Louis-Charles Boileau construit le Bon Marché et Louis-Hippolyte, c'est son fils. Et c'est pour ça qu'il va avoir la commande, puisque les Boucicaut et les Boileau étaient liés d'amitié. Et les successeurs des Boucicaut n'ont pas oublié cette amitié. Et il est assisté ici d'un architecte qui s'appelle Henri Tauzin et qui, lui, est un peu tombé dans l'oubli parce qu'il a vu sa carrière, ça c'est son chef-d'œuvre, et sa carrière s'est arrêtée très vite puisque, malheureusement, il est décédé pendant la Grande Guerre. Donc, ensemble, ils élèvent un bâtiment monumental, vous le voyez, hein, c'est un édifice qui est monumental et surtout le pignon, ici, dépasse le gabarit réglementaire. Et les architectes vont chercher à donner aux façades un caractère de gaieté. Alors, je les cite, hein, c'est eux qui parlent de ce caractère de gaieté qu'ils veulent donner à l'édifice grâce, je cite encore, au mouvement, au ronflement des beaux windows, aux lucarnes pittoresques avec leurs balcons saillants. Et cette forme architecturale qui est généreuse par ses débords, elle est renforcée son effet est renforcé par la sculpture qui est due à Léon Binet, hein, le sculpteur Léon Binet, une exubérance qui va être qualifiée par l'historien d'art André Chastel de pompiérisme. Et vous le voyez, alors là, on a un détail de l'une des entrées, photo prise en 28. On va avoir une profusion décorative avec ici donc, des ferronneries qui sont signées Émile Robert. Et si vous avez en tête Wageland, avec ses lignes coup de fouet très accusées, ici, on en est loin. On est dans un style de l'entre-deux, que certains historiens de l'art qualifient de style 1910, c'est-à-dire que progressivement, la ligne coup de fouet va disparaître au profit de formes qu'on va qualifier de géométrisées et qui annoncent très clairement l'art déco. Alors, le programme, il est complexe puisqu'il s'agit de réunir, je cite Henri Tauzin, dans un même lieu, sur un terrain formant l'angle
de deux grandes artères, il faut réunir donc 200 chambres, des salles de bain, un restaurant, une table d'hôte, un salon des fêtes et également un salon de thé, une pâtisserie, un bar américain, un café-brasserie. Donc les architectes vont devoir composer un plan assez complexe et donc ils vont élever, et surtout ils vont proposer un décor intérieur tout aussi exubérant que le décor de la façade. Et pour ce faire, ils vont faire appel à des peintres renommés. Ici, on a un salon peint par Gustave-Louis Jaulme. On a d'autres salons qui sont peints par Karbowski, un ami et collaborateur de Jaulme, puisque ensemble ils vont peindre la villa Kyrillos de Pont-Trémolli à Beaulieu-sur-Mer, hein, qui est un très grand, un bâtiment très important pour l'histoire de l'architecture. Qui s'inspire de l'Antiquité. Donc ça, c'est en 1903-1908, hein, la Villa Kyrillos. Et puis, ils vont également, à la même époque que le Lutetia, décorer le grand hôtel d'Évian-les-Bains, qui a été récemment restauré et qui garde ses peintures avec ses roses qui sont caractéristiques du style 1910. Et puis, on a également une sculpture ici qui est une sculpture de Louis Tauzin, le frère d'Henri Tauzin, l'architecte. Donc, tout un programme décoratif qui vise... ce programme décoratif qui subsiste en partie aujourd'hui. Vous le savez, hein, le Lutetia a été restauré, mais dans les années 70 et 90, il y avait eu des travaux qui avaient détérioré la décoration initiale. Et en tout cas, on peut admirer en partie ces décors aujourd'hui. Et il y a une profusion décorative à l'intérieur, avec aussi là, des sculptures de Binet, une sorte de treillage sculpté. Et cette variété décorative, elle se justifie par la nécessité de contenter une clientèle internationale. En tout cas, c'est comme ça que les architectes justifient leur partie. C'est-à-dire qu'ici, l'idée, ce n'est pas de faire une œuvre d'art totale, au contraire. Chaque salon, chaque pièce a une identité décorative bien spécifique. Un peintre décorateur est chargé de chacune de ces pièces à l'identité décorative donc particulière et pour justement satisfaire les goûts qui seraient des goûts différents selon que l'on est selon la nationalité donc du client. Et c'est la profusion finalement qui donne son unité au tout, disent là encore les architectes. Alors, cet hôtel Lutetia, en face, il y a aussi un morceau de bravoure que l'on regarde un peu moins parce que c'est un bâtiment qui a été très transformé, mais il est aussi très intéressant. Il s'agit de l'ancien bâtiment de la Sadla. Alors aujourd'hui, c'est une banque, mais à l'époque de sa construction, en 1912, c'est un immeuble qui était construit pour la Société auxiliaire de l'alimentation. Et c'est un bâtiment qui, là encore, s'inscrit dans ce style 1910. Vous savez, l'Art nouveau est arrivé tardivement dans les capitales européennes et là, il glisse vers autre chose, vers ce que donc les architectes et surtout les historiens de l'art ont nommé le style 1910. Et donc, Louis Sorel, l'architecte, qui est l'un des fondateurs du mouvement L'Art dans tout, va construire ce bâtiment qui lui aussi est renflé, hein, il fait un écho au Lutetia qui lui fait face. Et à l'intérieur, voilà le décor qu'il propose. Alors évidemment, de ce décor, il ne reste rien à part de très belles photos noir et blanc. Ici, vous avez un comptoir à vin avec un plafond qui est
doté d'un oculi en pâte de verre, hein, donc pour une lumière zénitale. Et puis, on a surtout la poissonnerie, magnifique poissonnerie, avec les poitrails métalliques qui sont apparents et qui participent à l'ornementation. Et puis, agrémenté d'un buffet d'eau et de présentoirs en marbre qui sont sertis d'appliques dorées. Et puis, ces mosaïques tout à fait fantastiques. Donc, vous voyez une variété dans la production à Saint-Germain-des-Prés avant la Première Guerre. Donc, la Première Guerre, je ne vais pas développer. On a consacré un chapitre aux destructions qui ont été, au bombardement du quartier, hein, qui sont assez importants. Et, après-guerre, on a d'autres décors qui apparaissent, un renouvellement dans les décors. Et il y a l'exemple, évidemment, de la brasserie Lippe. Et alors, la brasserie Lippe, elle est fondée elle a été fondée au 19e siècle. Elle a été décorée une première fois en 1900 avec ces très belles céramiques que vous voyez ici, qui, elles, sont de 1900. Et puis, en 1925, lorsqu'elle est agrandie, l'architecte Léon-Joseph Madeline va proposer, en intégrant ces céramiques Art Nouveau, il va proposer un décor renouvelé. Et c'est un décor qui est intéressant parce qu'il reprend dans la deuxième salle le thème exotique avec des nouveaux panneaux de mosaïque. Et puis, surtout, il fait appel à son ami Charles Gary, un peintre prometteur qui orne tous les plafonds du rez-de-chaussée. Alors ici, vous avez l'architecte Léon-Joseph Madeline, qui est peint par Charles Gary. Les deux étaient très amis. Ils ont beaucoup travaillé ensemble, notamment aux mines de Foulquemont, que l'on voit ici en arrière-plan. Et pourquoi je voulais vous parler un petit peu de Charles Gary? Parce que la première fois que je suis allée à Lippe, pour le travail, pour ce travail-là, je veux dire, en discutant avec Monsieur Guittard, qui était le directeur jusqu'à hier du Lippe, il me dit oui, c'est un artiste américain, Charles Gary. Et j'ai voulu en savoir plus, et en fait, je me suis rendu compte que Charles Gary n'est pas du tout un artiste américain, c'est un peintre français qui a américanisé son nom. Voilà, pour j'imagine, pour paraître plus à la mode. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il peint ici une scène de chasse au perroquet sur le plafond de la salle, avec des singes sous la volée de l'escalier, des peintures qui sont très belles, qui ont été restaurées il y a peu de temps et qui sont absolument magnifiques. Et en fait, il se trouve que cet artiste, Charles Gary, j'ai pas trouvé beaucoup de traces après 1925, hormis le travail qu'il va faire à Foulquemont pour son amie Madeleine, et je cherchais à savoir pourquoi. Et en fait, c'est tout simplement parce que sa mère va être assassinée, et donc ça va briser en quelque sorte sa carrière. Et c'est quelqu'un qui va avoir pas mal de médailles au tout début de sa carrière, qui va être missionné en Afrique subsaharienne. Et en fait, tout le décor de la brasserie Lippe, il reproduit ce qu'il a, la végétation, la faune, la flore qu'il a vue en Afrique. Et puis, sa carrière va prendre un coup. Mais donc, voilà, en fait, en 22, il fait ce voyage au Congo qui est financé grâce à l'obtention du prix du gouvernement de l'Afrique équatoriale. Et il va peindre ces très beaux portraits dont la légende veut que ce soit Aïcha Goblet. Alors, je n'ai pas trouvé d'archives pouvant prouver cette très séduisante idée, mais voilà. En tout cas, il est possible qu'Aïcha Goblet l'ait inspirée. Alors, Aïcha Goblet, vous savez, c'est une grande figure, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, c'est une grande figure de Montparnasse, une muse qui est passée sous l'œil de Matisse, qui a inspiré aussi Man Ray, qui a inspiré Félix Vallotton et tant d'autres. Et voilà, il semble qu'elle est posée ici, mais ce n'est pas certain.
Toujours est-il que ce décor, il est assez intéressant parce que c'est évidemment un décor exotique qui témoigne de l'histoire coloniale de la France, qui est à remettre dans ce contexte, et ça me semble assez intéressant. Et puis, à la même époque, c'est vraiment strictement contemporain, on a aussi l'émergence de l'art déco. Donc là, on est dans un répertoire formel tout à fait différent. Et Saint-Germain, bien évidemment, succombe à cette mode de l'art déco qui, comme le disait une exposition qui a eu lieu il y a quelques années à la Cité de l'Architecture, une très très belle exposition, l'art déco séduit le monde. Je ne sais pas si vous aviez eu la chance de la voir, en tout cas il y a un très beau catalogue. Voilà, et l'art déco séduit le monde, mais l'art déco séduit aussi Saint-Germain-des-Prés. Et il faut retourner au bon marché pour le voir, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une annexe qui avait été construite dans le même esprit que celle-ci, à cet emplacement, en 1912, détruite par un incendie en 1914, et là, on a cette nouvelle annexe qui donc est reconstruite après l'incendie par Louis Hippolyte Boileau, donc le fils de Louis-Charles, qui va poursuivre donc l'œuvre paternelle, mais dans un style là radicalement différent. La morphologie est très très différente du bâtiment historique, et la première chose peut-être qui vous frappe, c'est les baies vitrées. Le bâtiment est bien plus ouvert sur la rue que ne l'était le bâtiment historique. Et là encore, Boileau fils, cette fois, va utiliser une charpente métallique. Et il va proposer un décor, donc art déco, très affirmé, dont malheureusement il ne reste rien à part la façade. Et l'architecture ici et le décor parlent d'une seule voix. Là, on est, contrairement à ce qu'il a réalisé pour le Lutetia, ici, on est dans une volonté de créer une œuvre d'art totale. Alors, c'est une volonté de créer un décor harmonieux et de créer surtout des espaces qui sont très larges. Alors aujourd'hui, on a peine à imaginer quand on va au bon marché, puisque tout a été entresolé pour maximiser les espaces de vente. Mais à l'époque, quand on rentrait donc par la rue de Sèvres dans cette annexe, qui aujourd'hui c'est l'annexe qui est occupée par la bouche, enfin l'alimentation. Voilà. Et donc, on rentre par ici et on accédait à l'époque à un grand hall sur plusieurs niveaux. Un hall, voilà, c'est impressionnant, baigné de lumière, avec un hall qui se déployait sur donc toute la hauteur du bâtiment, avec cette magnifique verrière. Et Boileau soigne, vous le voyez, la décoration, en faisant appel aux professionnels les plus en vue du moment. Alors, Éric Bage, Ruhlmann pour la verrière gravée. Les ferronniers, c'est Edgar Brandt. Il y a aussi Henri Favier qui vont créer des motifs qui préfigurent ceux qui vont être à l'honneur dans le pavillon qu'ils vont réaliser, enfin dans la porte d'honneur de l'exposition des arts décoratifs et industriels de l'exposition de 1925. Alors, si vous voulez, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez vous acquérir ces éléments de ferronnerie, puisqu'ils sont en vente sur le marché de l'art. Quand le bâtiment a été modifié dans les années, je crois, 90, j'ai un trou de mémoire, 90, tout a été démantelé, morcelé. Et à Amsterdam, il y a un hammam, notamment, avec une très belle verrière qui provient des grands magasins du bon marché. Alors, vous me direz, mais pourquoi cette profusion décorative et pourquoi créer un grand magasin avec un décor qui tranche avec le décor historique du Montmarché? Eh bien, tout simplement parce que ce bâtiment, il doit servir d'écrin pour le mobilier et les objets que le Bon Marché produit
dans son atelier d'art Pomone. Les grands magasins, au cours du 1er XXe siècle, vont tous avoir leur propre atelier d'art. On a Primavera, qui est créé au printemps 1912. On a les ateliers des Galeries Lafayette en 22, etc. etc. Et l'atelier du Bon Marché, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'histoire de Saint-Germain, puisque vont être produits ici des meubles qui vont contribuer au renouveau des arts décoratifs sous la houlette de Paul Folleau. Alors, je vous en parle très rapidement. Paul Folleau, c'est un artiste décorateur qui est fils de Charles Folleau, créateur qui a une grande fortune critique, créateur de papier peint, et qui a été en son temps adulé, qui était au même rang que Ruhlmann, et qui aujourd'hui est un peu tombé dans l'oubli. C'est quelqu'un qui a produit au début du siècle ce genre d'objets, ce magnifique collier, voilà, des lampes, des bijoux, de la vaisselle, du mobilier. Sa maison aussi, sa maison atelier qui est en fait aujourd'hui occupée par l'Institut Giacometti, donc qui est visitable, qui conserve une grande partie de ses décors. C'est l'Institut Giacometti, c'est sa maison. Et il va donc travailler, il est là ici, c'est lui, on l'aperçoit au milieu de ses vitrines. Il va donc créer du mobilier pour Pomone. Et ici, on le voit au pavillon Pomone de l'exposition de 1925. Donc, je ne vous en parle pas plus parce que là, on s'éloigne du sujet. Revenons au Bon Marché. Voilà pour Pomone ce qu'il va construire en 1926 et ce qu'il va vendre donc dans les magasins du Bon Marché. Un mobilier de qualité qui est destiné à un grand public. Alors, pas ces meubles-là, ceux-là, c'est la gamme supérieure de Pomone, mais à côté de ces meubles-ci, il va produire en série du mobilier. L'idée étant que les Français vont se meubler de plus en plus et qu'il faut donc produire des meubles de qualité, mais en série. Et je vous ai mis une petite image d'un livre qui vient de paraître sur Paul Folleau, si ça vous intéresse. Mais je ne développe pas plus. Donc, le Bon Marché va être l'un des réceptacles du renouveau du mobilier dans les années 20, puisque Folleau va rester jusqu'en 28 à la direction du Bon Marché. À la même époque, on construit aussi ce type d'immeuble. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Un très bel immeuble au 137 du boulevard qui est construit par Auguste Gaget. Il est intéressant, pourquoi? Parce qu'au même moment où triomphe l'art déco, on a aussi ce type d'écriture architecturale qui, là, vous le voyez, propose un autre type de vocabulaire, puisqu'on a ici un ordre ionique modernisé. Donc, c'est une architecture qu'on va pouvoir qualifier d'un classicisme modernisé, même s'il y a des touches d'art déco avec ces volutes qui sont assez caractéristiques. Mais c'est intéressant, à mon sens, de voir toute la variété. Et voilà, variété, encore. Il y a la Maison de Verre, bien évidemment, de Pierre Charot, qui est un grand moment d'histoire de l'architecture. Vous connaissez sûrement cette maison. En 1928, la famille d'Alsace achète un hôtel particulier pour le détruire et reconstruire un bâtiment à sa place. Mais il y a une locataire au 2e étage qui n'a pas du tout envie de déménager. Et donc, il va bien falloir faire avec cette vieille dame. Et au lieu de faire une destruction ou reconstruction, eh bien, on va seulement reconstruire les 2 premiers niveaux sur une structure en acier. Et voilà, c'est Pierre Charot qui va être l'architecte de cette maison. Et alors, cette maison, je ne vais pas développer, elle a été très étudiée, mais il y a un historien d'architecture qui s'appelle Gérard Monnier qui écrit que le créateur semble avoir pensé la maison comme un laboratoire convenant à l'élaboration d'une hypothétique architecture industrielle. Et c'est vrai que Pierre Charot va participer l'année d'après à la fondation de l'Union des artistes modernes, l'UAM, qui va militer contre l'art décoratif. Donc, à un moment où encore une fois, l'art décoratif vient de triompher à l'exposition internationale. Et lui va, à contre-courant, proposer une architecture non décorative qui serait
qui permettrait la connexion de l'art et de l'industrie. Et donc, il va utiliser des matériaux industriels, le métal, le verre, et anoblir, on a un vélum ici, donc proposer une esthétique nouvelle, très industrielle. Voilà, donc on a ces belles photographies de Marc Lyon, de la maison, qui aujourd'hui est telle qu'elle, puisque c'est un esthète qui l'habite, et voilà, rien n'a bougé. Toujours à la même époque, autre écriture architecturale très différente, c'est l'ambitieux programme de reconstruction du carrefour Curie, quai de Conti. Donc on est face au Pont Neuf. C'est un projet qui est lancé en 1926, alors avec plusieurs projets successifs. Et c'est Joseph Marrast qui va proposer ce projet. Alors Joseph Marrast, qui est un architecte qui a fait ses gammes au Maroc, sous la houlette de Lyoté, et qui ici va proposer un style qu'on qualifie de néo-Louis XIII. Et l'idée étant bien évidemment de s'harmoniser avec les deux pavillons voisins de la place Dauphine. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors vous avez ici cette très belle image de Carlos Arabezol, le sculpteur, qui va donc décorer ce bâtiment avec sa technique de sculpture sur béton frais, dont il va être le théoricien. Et alors, c'est vraiment un décor très intéressant, et Carlos Arabezol va ici donner son esthétique au bâtiment, et il va aussi œuvrer, on le verra, dans sur d'autres bâtiments du quartier, puisqu'il va beaucoup travailler avec les architectes. Alors, Carlos Arabezol, je crois que vous le connaissez bien, vous avez dû avoir peut-être une conférence, je crois, l'année dernière. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais voilà, c'était un second Grand Prix de Rome, très talentueux, et qui a donc théorisé cette technique nouvelle de sculpture sur le béton frais. Autre bâtiment important, alors je vous ai mis cette fois des photographies d'époque, mais on peut toujours l'admirer. Il est à côté, cet immeuble du Bon Marché, dans la rue qui est derrière le Bon Marché, rue Cholmel. Voilà, rue Cholmel. C'est un immeuble qui est construit pour une compagnie d'assurance qui s'appelle La Populaire. C'est ce qu'on appelle un immeuble à appartement, c'est un immeuble à loyer. Et l'objectif de l'architecte, qui s'appelle Émile Boursier, c'est d'avoir le plus grand nombre de fenêtres qui vont donner sur le parc, puisque juste en face, on a le Bon Marché, et puis on a le parc Boucicaut. Et donc, là, on est il y a une réflexion qui est menée sur le plan de l'édifice par l'architecte, qui est assez intéressant. Et il va proposer donc ce plan en V, qui a l'avantage donc de définir une petite cour à l'avant de l'édifice, et qu'il va doter, une petite cour qu'on voit ici, qu'il va doter d'une petite fontaine, et voilà, donc qui va être ornée de mosaïques. Mais on a une réflexion aussi sur l'organisation et le rendement, si j'ose dire, de ces immeubles à loyer. Et cette compagnie d'assurance, La Populaire, elle place en fait des fonds d'assurance, des fonds de garantie dans des immeubles de luxe, parce que ici, elle est sûre que les loyers vont être payés. Alors, on a aussi l'immeuble de Raguenet et Maillard, qui vont adopter eux aussi le parti d'une cour-jardin, que l'on aperçoit ici sur le devant. Excusez-nous, il y a du remue-ménage à côté de nous. Et donc, on a une petite cour qui est dégagée sur le devant. L'idée, c'est, là encore, de permettre aux immeubles d'avoir un maximum de lumière et de dégagement. Et ici, à l'intérieur, ils adoptent un principe répandu aux États-Unis, celui d'un escalier éclairé naturellement, et qui sert à la fois aux résidents
et au personnel de service. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un parti à double emploi qui est nouveau en France, en tout cas pour les immeubles de standing. Et puis, cet immeuble, alors moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a ces carreaux qu'un architecte un jour a nommé céramique de hasard, et terme que je trouve très, très, très beau. Et donc, c'est une économie de moyens, mais c'est très décoratif. Et puis, on a surtout ces magnifiques ferronneries de Sub, un grand ferronnier d'art du début du XXe siècle. Et puis, on a aussi, toujours dans le quartier, une architecture religieuse, enfin voilà, l'architecture religieuse germano-latine n'est pas en reste à l'époque. On a évidemment Notre-Dame de la Chapelle miraculeuse, non, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, mais que je n'ai jamais pu photographier. Je n'ai pas eu les autorisations. Vous êtes puni, vous serez, voilà, ou plutôt non, vous n'êtes pas puni, vous êtes obligé d'aller sur place pour pouvoir admirer les décors. Et on a ce bâtiment, alors là, on a été au contraire très bien accueillis. C'est la maison d'accueil et de retraite pour les jésuites, rue de Grenelle, un bâtiment d'Émile Bois, avec ses briques rouges, qui dénote un peu de ce quartier, qui surprend en tout cas avec ses briques rouges, ses petites fenêtres à lancettes, et qui se situe dans le registre des œuvres des rénovateurs de l'art sacré du 1er XXe siècle, comme Dombello ou bien Henri Vidal, architecte des chantiers du Cardinal. Et donc ici, Émile Bois dessine vraiment un morceau de bravoure moins monumental que Saint-Pierre de Chaillot, qu'il construit au même moment, mais tout aussi remarquable. Alors, c'est un bâtiment qui a été très dénaturé à l'intérieur, malheureusement, mais qui est vraiment intéressant d'aller voir. Et puis, on a aussi des édifices publics qui sont importants. On a ici un édifice qui s'apparente à ce que l'historiographie a appelé le retour à l'ordre à la fin des années 30. Alors, c'est un bâtiment qui a été conçu en 1936 et qui a été achevé en 1953, donc grand chantier, et qui est mal aimé des Parisiens. Alors aujourd'hui, évidemment, la façade n'est pas tellement entretenue, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il est mal aimé, mais c'est assez intéressant de voir qu'un critique contemporain, par exemple, parle d'un bloc colossal qui profane Paris d'une monstrueuse tumeur. Bon, c'est un jugement vraiment très dur, hein, sans aménité. Et effectivement, l'échelle du bâtiment est disproportionnée par rapport à celle du quartier, mais c'est un bâtiment qui est vraiment pas sans qualité. Il faut se départir un peu de la crasse qui a envahi la façade depuis quelques années, mais c'est une architecture qui peut être rapprochée des grandes réalisations monumentales édifiées en Italie dans l'entre-deux-guerres. Et puis, on a là encore Sarah Bezol qui va nous proposer un décor sur béton frais très intéressant. Alors, vous voyez, quand je disais que c'était crasseux, c'est vraiment dommage. Il y aurait un vrai travail de restauration à faire sur ce bâtiment, mais qui est à rapprocher des rationalistes italiens. Alors, il faut que j'active peut-être un petit peu. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, mais les années 40-50 sont aussi des années de renouveau. Encore une fois, mais c'est un renouveau qui en fait est continu, hein, des cafés et des boutiques. Et je vais vous en dire deux mots. On en parle beaucoup dans le livre, mais et pas seulement parce que les cafés en ce moment nous manquent cruellement, mais c'est assez intéressant de voir comment ces cafés essayent toujours de produire des décors qui sont novateurs. Ici, on a la Méditerranée, place de l'Odéon, donc c'est un décoré par Christian Bérard et Marcel Vertès. Et puis, on a évidemment le Rouquet, qui est, à mon sens, tout à fait splendide. Mais bon, on s'en fiche que je considère ça comme splendide. C'est surtout que c'est un café qui est intéressant parce qu'il montre que dans les années, à partir de la fin des années 30, mais surtout dans les années 40, on va regarder du côté des États-Unis et puis on va avoir un goût qui va s'orienter vers de nouveaux matériaux. Le plastique, le formica, l'éclairage au néon, des couleurs vives et autant d'expressions qui sont celles
oui, d'une joie retrouvée, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale. Et ici, on a des murs qui sont décorés d'appareils d'éclairage en fleurs stylisées, en plastique et métal ajouré. C'est un café qui a été décoré par Jean Tchoumi, alors un architecte suisse auquel une exposition va être consacrée l'année prochaine à la Cité de l'Architecture, et qui en fait habitait dans l'immeuble au-dessus. Et il était ami avec le propriétaire du Rouquet. Et bon, il a fait beaucoup de projets pour ce café, qui est véritablement splendide, parce qu'il est vraiment dans son jus, là, pour le coup, pour notre plus grande joie. Et puis, on a aussi le drugstore, évidemment, de Saint-Germain. C'est l'architecte Guillaume Gillet qui est ici à la manœuvre, avec un décorateur qu'on a peut-être un peu, qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Vassiliev Slavik, qui était un décorateur de grand talent qui a décoré plus de 200 cafés dans Paris. Alors évidemment, comme c'est des décors qui sont souvent renouvelés, il n'en reste aujourd'hui pas grand-chose, mais c'est assez passionnant d'étudier son travail. Et puis on a Marie-Pierre Thiebaud, qui est la sculpteur et qui est en fait une ancienne élève de Zadkine. Et ici, on est vraiment dans un décor baroque, enfin néo-baroque, et qui contraste avec, puisque là on est donc en 65, et ça contraste aussi avec d'autres boutiques du quartier, notamment avec la galerie Steph Simon, qui va être une galerie importante, puisque c'est lui qui va vendre, qui va être un des premiers à vendre les productions de Charlotte Perriand, de Serge Mouille, et aussi d'Isamu Noguchi. Donc voilà, on est là encore, ça montre une fois encore que Saint-Germain-des-Prés est à la manœuvre, si j'ose dire, dans le renouveau du mobilier, renouveau constant du mobilier, mais voilà, Saint-Germain-des-Prés est un quartier qui occupe une place importante dans cette histoire. Et on a aussi donc des boutiques, mais je vais finir très vite parce que je suis très en retard, des boutiques de mode avant-gardistes, hein, comme celle-ci, la galerie décorée par Christian Girard, qui va s'installer en 69, mais là, on est presque hors période. Et puis, on a évidemment des couturiers qui vont s'installer, comme Karl Lagerfeld. Mais là, je ne développe pas sur la mode. On a consacré dans notre ouvrage un chapitre, enfin, je dis on, mais ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la mode. C'est Thierry Tessier, spécialiste de la mode, qui a consacré un chapitre dans l'ouvrage que l'on a écrit. Et alors, cet ouvrage, c'est un beau livre qui a été, enfin, quand je dis beau livre, c'est un livre qui est richement illustré, à la fois de documents d'archives et de photographies contemporaines, et qui donne à voir le quartier sous un angle moins connu, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été consacrés à Saint-Germain-des-Prés, au mythe germano-pratin, un mythe que Boris Vian notamment a beaucoup contribué, un peu malgré lui d'ailleurs, à construire. Et nous, on avait envie de montrer un autre aspect, c'est-à-dire le patrimoine architectural du premier XXe siècle. Et c'est une sorte d'invitation à découvrir, alors à redécouvrir des éléments monumentaux, si j'ose dire, enfin des éléments monumentaux, plutôt des œuvres monumentales, mais aussi tout un patrimoine, des immeubles produits par des seconds couteaux, hein, des architectes moins connus, mais tout aussi intéressants. Et surtout, c'est un ouvrage qui se veut une invitation à des promenades architecturales dans ce quartier, puisque on découvre toujours de nouveaux morceaux de bravoure. Nous-mêmes, on a fait encore des découvertes depuis la réalisation de ce livre, ce qui est tout à fait frustrant, mais voilà, c'est la dure vie des chercheurs de toujours trouver, même une fois que le livre est publié. Et en tout cas, je précise que ce livre, il fait partie d'une collection qui est consacrée au Grand Paris. Il y a déjà qui réunit des titres sur Montparnasse, Montmartre, également des villes de la région parisienne, Asnières, Champigny-sur-Marne, Le Plessis-Robinson, Argenteuil, et qui, là encore, permettent de montrer la richesse du patrimoine architectural de cette période.
voilà, donc je ne suis pas restée dans les clous au niveau du temps. Mais... Bon, bien écoutez, merci beaucoup de cette présentation. Merci beaucoup pour cette présentation parce que finalement, il y a quelques monuments emblématiques que nous connaissons. Il y a l'uniformité du décor haussmannien, qui est un décor qui commence avec Haussmann, mais qui va durer pratiquement jusqu'à la guerre de 14. Et en sous-œuvre, si je puis dire, on le voit bien avec certains des exemples que vous nous avez au début, il y a un art nouveau, de nouvelles formes esthétiques ou architecturales qui apparaissent et qui se développent peu à peu. Vous nous avez montré quelques-unes, mais ceci nous invite, comme vous le disiez, à parcourir les rues et puis à regarder un peu autour de soi. Et on verra cette variété qui apparaît davantage, je dirais, depuis la loi Malraux, parce qu'avant, quand il y avait la crasse générale de la suie qui couvrait tous les bâtiments, ça paraissait moins. Mais aujourd'hui, où les bâtiments sont ravalés plus souvent, eh bien, on voit, et nous tous qui habitons le 6e arrondissement ou au-delà, eh bien, nous avons la possibilité, en nous promenant, en flânant, eh bien, de découvrir, et vous le disiez, on en découvre toujours. Et donc, je vous remercie de nous avoir donné le goût, l'idée de regarder mieux le cadre dans lequel nous vivons. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, et puis je voudrais m'adresser à vous tous pour vous souhaiter une bonne année, une bonne fin d'année et surtout une année prochaine meilleure, bien meilleure que celle qui va s'achever et surtout excellente pour vous tous et vos familles. Voilà. À bientôt, donc à la conférence du mois de janvier. Et puis, mais je vous écrirai d'ici là. À bientôt. Donc, je vais arrêter maintenant cette diffusion. Alors, voilà. Voilà. Non.